Salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'invention qui a permis la première révolution industrielle. La première machine pouvant remplacer les forces naturelles. Celle qui engloutira des quantités jusqu'alors impossibles à imaginer de ressources, comme du charbon et plus tard du pétrole, et qui demandera, qui consumera même, des hommes se tuant à la tâche pour la nourrir et l'entretenir. Elle changera notre regard sur le monde, déployant une force mécanique puissante et maîtrisable, en réduisant les distances, en décuplant nos capacités de production, mais aussi elle noiera de sa fumée les paysages, entraînant maladies respiratoires, répandant de la crasse due à la suie, produisant un vacarme assourdissant. La machine à vapeur, les amis, c'est une des clés technologiques qui a ouvert le premier palier menant à notre civilisation scientifique et technique actuelle, ouvrant dans le même temps la porte au productivisme et au réchauffement climatique. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir les deux côtés de cette technologie, qui sont indissociables, parfaits représentants de la complexité de notre histoire et de nos sociétés. Autrement dit, ça ne sert à rien de chercher à savoir si la machine à vapeur c'est bien ou pas bien, parce que vous allez voir que c'est pas qu'une machine. Tout commence au XVIIe siècle, en 1644 pour être précis. Un certain Torricelli, élève de Galilée, cherche à résoudre le problème de la limite de pompage au-delà de 10 mètres. Cette limite de pompage est intrigante, elle existe toujours aujourd'hui et elle existera toujours en fait. Prenez une pompe et aspirez l'eau depuis une certaine hauteur. Vous remarquerez qu'il y a une limite au-delà de laquelle, peu importe la puissance de la pompe, il est impossible de faire remonter l'eau plus haut. Cette limite de pompage est aux alentours des 10 mètres. C'est quand même curieux. Pas de spoil, hein, pour ceux qui savent, je vais expliquer le phénomène, donc ne cassez pas le suspense aux autres s'il vous plaît. Petite précision avant d'aller plus loin. Sauf exception, je prendrai des unités de mesure actuelles. Donc pour nous, c'est 10 mètres, mais en 1644 en Italie, le mètre n'existait pas, vous voyez ? À cette époque, la science est balbutiante. Il est donc remarquable que Torricelli décide de faire une expérience pour reproduire cette limite des 10 mètres dans un cadre expérimental. En même temps, quand ton maître c'est Galilée, je veux dire, voilà, t'as une certaine vision du monde que les autres n'ont pas. Il utilise un tube fermé à son extrémité rempli de mercure, un métal liquide beaucoup plus lourd que l'eau qui permet de diminuer la taille du tube de 10 mètres à 1 mètre. C'est quand même beaucoup plus pratique à construire. Parce que le mercure est à peu près 10 fois plus lourd que l'eau. Je vous laisse aller voir la vidéo de Experiment Boy qui teste plein de trucs avec le mercure et qui explique très bien les particularités de ce métal liquide. Quand il retourne le tube, Torricelli, pas Experiment Boy, dans un bassin rempli lui aussi de mercure, il ne se vide pas complètement. Le mercure descend jusqu'à un certain niveau. Peu importe la taille du tube, ce niveau est toujours le même. Si le tube est ouvert, le mercure coule pour aller dans le bassin, mais si le tube est fermé, il ne coule pas, ce qui indique qu'une force est absente. Avec cette expérience, Torricelli comprend que c'est la pression atmosphérique qui équilibre la pression dans le tube. En effet, avec le tube fermé, le mercure s'arrête à une hauteur où la pression à la base du tube est égale à la pression exercée par l'atmosphère sur la surface du bassin. La limite des 10 mètres s'explique alors. La pompe crée du vide dans le tuyau, l'eau va alors remonter, poussée par la pression atmosphérique. Mais arrivée vers 10 mètres, la pression de la colonne d'eau s'équilibre avec la pression de la colonne d'air. D'ailleurs, d'autres savants font cette expérience du tube de mercure et en observent vite une variation de la hauteur de mercure en fonction de la météo, et en fonction de l'altitude aussi. En fait, on vient d'inventer le baromètre. Mais une autre question intéresse les savants de l'époque. Y a quoi là ? Début du XVIIe siècle, le vide est un concept qu'on imagine, mais on n'a pas encore prouvé son existence. Il y a donc débat pour savoir si le vide est possible ou non. Le souci, c'est qu'il est difficile avec les moyens de l'époque de faire du vide, et encore plus de faire des expériences pour prouver que c'est bien vide, ici. C'est Otto von Guericke, excusez-moi pour la prononciation, qui mit au point vers 1670 la célèbre expérience des hémisphères de Magdebourg. Je suis désolé, je suis encore obligé de faire la blague de celui qui n'arrive pas à prononcer le nom, mais j'y arrive pas. Il colle deux demi-sphères en bronze jointées entre elles pour que le tout reste étanche. Puis il crée le vide à l'intérieur de cette sphère nouvellement formée. S'il y a du vide, la pression atmosphérique devrait s'exercer sur les sphères, les rendant difficiles à séparer. Et en effet, c'est difficile, vu qu'avec deux attelages de chevaux de chaque côté, les sphères restent inséparables. Otto montre deux choses avec cette expérience. Déjà l'existence du vide, mais aussi l'incroyable force de la pression atmosphérique. Et si l'atmosphère a autant de force, ça serait bien de pouvoir l'exploiter. Si vous voyez ce que je veux dire. On est à la deuxième moitié du XVIIe siècle, et un certain Christian Huygens,
le même qui a découvert Titan, une des lunes de Saturne, fabrique, avec l'aide de Denis Papin, un cylindre dans lequel coulisse un piston. À la base du cylindre se trouve une petite quantité de poudre à canon. Une fois l'explosion déclenchée, le piston monte sous l'effet de la pression. Passé une certaine hauteur, il découvre un trou dans lequel le gaz de l'explosion s'échappe. Une lanière en cuir rebouche immédiatement le trou une fois les gaz échappés. Une dépression est alors créée sous le piston, l'effet de la pression atmosphérique est alors présent, et le piston devrait redescendre avec une force supérieure à celle de son propre poids. C'est basiquement le premier moteur à combustion interne. Enfin, c'est la première idée du moteur à combustion, parce qu'il fonctionnera pas vraiment. Il faut encore l'améliorer. Pas mal l'améliorer. En 1687, Denis Papin récupère l'idée et remplace la poudre par de la vapeur. Vous voyez, on y vient. L'idée est de placer de l'eau dans le fond du cylindre, puis de faire chauffer le tout. L'eau se transforme en vapeur, ce qui a pour effet de déplacer le piston vers le haut. Une fois le piston au plus haut, on le retient avec une cale. On laisse ensuite refroidir le cylindre, la vapeur va se condenser en eau. Et le liquide, ça prend beaucoup moins de place que le gaz. Si la vapeur se condense en eau, on se retrouve avec une part de vide. On peut alors utiliser le piston en relâchant la cale pour soulever une charge, par exemple. Mais bon, on n'arrive toujours pas à obtenir une machine capable de réaliser plusieurs cycles d'affilée. C'est pourquoi, en 1707, Papin imagine une autre machine à la demande d'un duc. Non pas un oiseau, un duc dans un château. En tout cas, il avait un jardin, parce qu'il voulait fabriquer une fontaine. Parce qu'à l'époque, les fontaines, c'est la classe. Papin s'exécute donc et nomme son invention la machine à élever l'eau. Une pompe, quoi. Le fonctionnement est quasi identique que le cylindre piston à vapeur, sauf que la vapeur est produite dans une cuve à part. Chose importante à noter parce que c'est l'invention de la chaudière, un élément encore présent aujourd'hui dans les machines à vapeur. Un robinet permet d'envoyer ou non la vapeur dans le cylindre pour pousser le piston. Ce dernier pousse l'eau dans une cuve en hauteur qui sert de réservoir gravitaire pour la fontaine. Quand la vapeur se condense en eau, la dépression fait remonter le piston. L'eau fraîche arrive en permanence par cet entonnoir via un clapet anti-retour qui évite que l'eau ne remonte par là. Sinon ça servirait pas à grand chose. Une machine que notre médecin français utilisera pour la fontaine, mais il imagine aussi faire tourner une roue à hob avec le jet d'eau pour fournir un travail. Il dit d'ailleurs avoir monté sa machine sur un bateau. Le problème c'est que ce bateau sera détruit par des marins qui avaient peur de concurrence déloyale. C'est con, parce que du coup, on sait pas vraiment si ce bateau à vapeur a existé ou pas. De l'autre côté de la Manche, un certain Thomas Savery met lui aussi au point une machine à vapeur pour pomper de l'eau. Elle fonctionne de la même manière que celle de Papin, mais avec une amélioration qui fera toute la différence. Déjà, il élimine le piston et pousse directement l'eau avec la vapeur. Mais surtout, une fois le réservoir vide, il envoie de l'eau froide sur les parois extérieures de la chambre. Cette eau froide a pour effet de refroidir beaucoup plus rapidement la vapeur qui se condense en eau pour créer une dépression qui va aspirer l'eau au fond d'un puits. Cela permet d'être bien plus rapide et rend la machine beaucoup plus efficace. Nous sommes donc au début du XVIIIe siècle. À cette époque, la consommation de ressources énergétiques est telle qu'en Angleterre, le bois ne suffit plus. Les forêts fondent, englouties par les manufactures et le chauffage des habitants. Il reste alors à exploiter le charbon de terre. Le souci, c'est qu'on peut pas descendre au-delà d'une certaine profondeur pour l'exploiter. À cause de l'infiltration d'eau dans les galeries, ces dernières finissent inondées et donc inexploitables. Il faut donc faire de l'exor, c'est-à-dire pomper pour maintenir les galeries des mines au sec. On utilise bien des pompes actionnées par des roues à chevaux ou à chiens, mais c'est loin d'être rentable. Parce que plus on va creuser profond, plus on a de chances d'avoir plusieurs nappes phréatiques au-dessus de la tête. Sans exor, une galerie peut être inondée très rapidement. Il faut donc pouvoir extraire masse de flotte, et vite. L'Angleterre est alors dans une situation critique, alors qu'en France, par exemple, les surfaces de forêt sont beaucoup plus grandes, il n'est pas encore nécessaire de creuser profond dans les mines. C'est en 1712 que la boîte de Pandore finit de s'ouvrir complètement, amorçant une des conditions essentielles de la révolution industrielle à venir. Thomas Newcomen débarque avec sa machine. La machine de Newcomen est une amélioration de celle de Savery. Les machines précédentes étaient plus des prototypes, elles étaient très peu fiables mais indispensables pour parvenir au résultat final. En effet, Newcomen n'utilise pas le piston pour aspirer directement l'eau. Il décide d'utiliser le piston pour fournir ce que nous appellerons aujourd'hui un travail. Une forme d'énergie ordonnée, qui est ici une énergie mécanique. C'est avec cette énergie mécanique qu'il actionne une pompe pour aspirer l'eau. On retrouve notre piston, une chaudière pour produire la vapeur et une réserve d'eau froide. En ouvrant une vanne, on pousse le piston vers le haut. On envoie ensuite une petite quantité d'eau froide pour condenser la vapeur et créer la dépression. Le piston est alors poussé par la pression atmosphérique vers le bas et entraîne avec lui un balancier. Ce balancier permet de répéter le mouvement inverse à un autre piston qui lui aspire l'eau des galeries. C'est donc l'atmosphère qui fournit le travail en appuyant sur le piston. C'est
C'est pourquoi la machine de Newcomen est aussi appelée machine atmosphérique. C'est compliqué de se mettre à la place des proto-industriels de l'époque. Aujourd'hui, on est habitué à la machine autonome, il y en a de partout. Mais à l'époque, les seules machines élaborées sont des horloges et des systèmes actionnés par des forces extérieures capricieuses, comme le vent, l'eau ou la force animale. La machine de Newcomen ouvre le champ de la machine autonome, capable d'exploiter l'énergie issue d'une réaction réalisée en son sein. Autrement dit, on peut construire des machines atmosphériques de partout, il suffit juste d'amener du charbon et de l'eau pour la faire fonctionner. Bon, en réalité, c'était pas aussi simple. Elle s'arrêtait très souvent, parce qu'il y avait des fuites de partout. Les pistons étaient forgés, il n'y avait pas encore de tour assez gros capable d'en usiner, et il manque encore des éléments essentiels pour que la machine tourne correctement. Mais bon, malgré tout, elle était assez fonctionnelle pour qu'on s'en serve là où le charbon était abondant, c'est-à-dire au-dessus des mines de charbon. Elle avait un rendement complètement pourri, et quand je dis pourri, c'est moins de 5%. Mais ça suffisait pour qu'on s'en serve. Durant le XVIIIe siècle, plus de 2000 machines atmosphériques de type Newcomen seront construites, suivant une courbe exponentielle. En effet, la moitié de ces machines furent construites entre 1790 et 1800. Au cours de cette évolution fulgurante, on apprend très vite une chose. Plus la machine consomme de charbon, plus elle délivre de puissance. Mais comme je l'ai dit, les machines de l'époque ont un rendement catastrophique. On va donc chercher à améliorer le rendement, c'est-à-dire consommer le moins possible de charbon pour obtenir le plus possible d'énergie. Ce qui revient à faire des économies de pognon, basiquement, c'est ça le but. Et si beaucoup d'ingénieurs ont apporté leur lot de modifications à la machine de base, il y en a un qui a fait évoluer la machine à vapeur de manière radicale. Je veux parler bien sûr de James Watt. James Watt est tellement connu qu'on entend souvent dire que c'est lui qui a inventé la machine à vapeur. S'il n'est pas à l'origine du principe de base, il a beaucoup apporté de modifications qui sont essentielles pour la suite. Donc je ne peux pas ne pas en parler, quoi. James Watt, c'est la base. C'est en travaillant pour l'université de Glasgow en 1763 qu'il est amené à réparer une machine atmosphérique. À l'époque, on trouve plus d'une centaine de ces machines dans le pays. Donc elles sont connues du monde des ingénieurs, mais elles sont pas non plus extrêmement courantes. Watt remarque alors qu'on refroidit la vapeur dans la chambre où il y a le cylindre en injectant de l'eau. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on ne refroidit pas que la vapeur, mais le cylindre en entier. Or, la dépression ne se crée qu'en faisant passer l'eau de l'état gazeux à l'état liquide. Si on refroidit la chambre du piston, elle réabsorbera de la chaleur au prochain cycle pour se réchauffer. C'est donc une perte énergétique, et qui dit perte, dit mauvais rendement. Et qui dit mauvais rendement, dit pognon en moins. La solution à ce problème consiste à refroidir la vapeur en dehors du piston. C'est le rôle du condenseur. Une fois le piston au point mort haut, on ouvre un tiroir qui va évacuer la vapeur dans une chambre à part. Cette dernière est maintenue en dépression par une petite pompe à vide actionnée par le balancier. Le condenseur baigne dans de l'eau froide, ce qui a pour effet de condenser la vapeur en eau, créant une dépression via le tube reliant le cylindre principal. Cette dépression permet à l'atmosphère de pousser le piston vers le bas et ainsi de continuer le cycle. Avec la chaudière, le condenseur est un élément qu'on retrouve sur toutes les machines à vapeur, y compris les machines à vapeur actuelles, bien que sa conception ait largement évolué, vous devinez bien qu'on ne met pas simplement une cuve dans de l'eau froide. On verra son rôle plus en détail et son fonctionnement dans l'épisode sur les machines à vapeur modernes. Un autre système qu'on retrouve ensuite dans toutes les machines à vapeur, c'est le système à double effet. Jusqu'à présent, la machine à vapeur fournit du travail uniquement au moment de la dépression dans le cylindre. C'est pourquoi on appelle ces machines des machines atmosphériques. Mais maintenant qu'on a le moyen d'évacuer la vapeur dans un condenseur, pourquoi ne pas faire en sorte que la vapeur soit apportée à la montée et à la descente du piston? L'idée de Watt est donc d'utiliser un système de tiroir actionné par le balancier pour alimenter alternativement le haut et le bas du piston. La vapeur pousse alors le piston dans les deux sens, et la vapeur détendue dans le cylindre est évacuée dans le condenseur. Ce système à double effet apporte un énorme gain d'efficacité par rapport aux machines atmosphériques. Mais ça permet aussi quelque chose de bien plus important: la régularité. En effet, les machines à vapeur étaient irrégulières car le piston n'apportait de l'énergie au système que pendant le moment où la vapeur se condensait. Avec un système à double effet, le piston fournit un effort dans les deux sens. Il tire le balancier, puis le pousse, ce qui l'oblige à abandonner le système de chaîne pour passer à un axe qui sera maintenu par un parallélogramme dit de Watt, car il en est à l'origine, que je n'ai pas fait sur le schéma parce que c'est beaucoup trop difficile à animer. L'effort fourni par la machine devient alors assez régulier pour faire tourner une roue par l'intermédiaire d'un vilebrequin, qui n'est pas de son invention pour le coup, et la roue ne sert pas qu'à convertir le mouvement du balancier en rotation, elle sert aussi de volant d'inertie, ce qui permet de lisser le mouvement de la machine. La machine à double effet est bien plus régulière, ce qui lui ouvre des nouvelles voies d'utilisation.
utilisations, par exemple dans les filatures ou pour les métiers à tisser, et bien sûr plus tard pour le transport. Mais si la machine à vapeur tourne désormais rond, la vitesse de la machine n'est pas constante dans le temps. Il suffit que la chaudière ne donne pas un débit de vapeur régulier pour que la vitesse de la machine varie en fonction de ce débit. Alors bien sûr, on peut ajouter un ouvrier qui va réguler à la main l'arrivée de la vapeur par l'intermédiaire d'un clapet, mais cela ne suffit pas quand on veut un mouvement le plus régulier possible. Watt va alors mettre au point un système qui ouvre plus ou moins le clapet de vapeur en fonction de la vitesse de la machine. Vous avez déjà vu cet appareil qui incarne à lui seul la révolution industrielle. Le régulateur à boule. En plus d'être ultra classe, le principe de cet appareil est très simple. Le régulateur est entraîné par la machine, ce qui fait que sa vitesse de rotation est liée à la vitesse de la machine. Plus le régulateur va aller vite, plus les poids à l'extrémité de ses bras vont s'écarter par effet centrifuge. L'écartement de ses bras permet de soulever ou de baisser un levier qui est relié à son extrémité au clapet d'arrivée de vapeur. Plus la machine ira vite, plus le régulateur soulèvera les bras, ce qui refermera le clapet. Si la machine ralentit trop, les poids retombent, ce qui ouvre le clapet pour envoyer plus de vapeur. Comment vous dire ? C'est la première application calculée et volontaire d'une boucle de rétroaction. On mesure la vitesse de rotation de la machine, et en fonction de cette vitesse, on applique une correction, ce qui affecte la rotation de la machine, ce qui fait appliquer une correction, etc., etc. Ce n'est pas déconnant de dire que James Watt, en 1788, met au point la première brique de ce qui va devenir plus tard l'automatisation, ou encore plus tard la cybernétique, et aujourd'hui les recherches sur l'intelligence artificielle. On n'utilise plus des régulateurs à boule, bien sûr, on utilise des systèmes beaucoup plus complexes, mais le principe d'une boucle de rétroaction a été inventé à ce moment-là. Imaginez le mindfuck de se dire qu'il est possible de créer une machine qui s'auto-régule. James Watt, en inventant ça, même s'il ne devait pas se rendre compte de la portée de son invention, il a cassé le game, c'est mort. Ce qu'on peut constater, c'est que la machine de Watt est beaucoup plus complexe que celle de Newcomen. L'amélioration de l'efficacité de la machine à vapeur va de pair avec l'augmentation de sa complexité, mais aussi de ses techniques de fabrication. Il aurait été impossible de fabriquer la machine de Watt à l'époque de Newcomen. Elle demande des ajustements d'une précision bien plus importante, impossible à obtenir au début du XVIIIe siècle. Des inventions comme la laiseuse, les méthodes de forge et la capacité de fournir des aciers de meilleure qualité sont nécessaires pour voir évoluer la machine à vapeur. Donc, en parallèle de l'évolution de la machine à vapeur, tout un tas de techniques proto-industrielles se mettent en place, et je peux pas en parler ici pour des raisons évidentes de temps de vidéo. Pendant que James Watt améliorait la machine à vapeur, de l'autre côté de la Manche, un certain Nicolas-Joseph Cugnot invente le fardier à vapeur, qui peut être considéré comme la première voiture de l'histoire. Le système de Cugnot est une machine à vapeur à double piston prévue pour tirer des pièces d'artillerie. Le souci, c'est qu'avec 1 ou 2 km d'autonomie, c'était pas top, quoi. Du coup, ça n'a pas été développé. On peut aussi noter qu'en 1778, la première machine à vapeur de type Watt a été installée pas loin de Paris, et elle n'était pas fabriquée par les ateliers Watt et Boulton, mais par un certain Perrier qui a copié le système anglais. Et oui, à l'époque, on se gênait pas pour faire de l'espionnage industriel. En 1781, Jonathan Hornblower invente le moteur à effet compound. Son idée est d'exploiter l'énergie restante dans la vapeur une fois sortie du piston, avant de passer dans le condenseur. Il utilise alors deux pistons de deux tailles différentes. Le premier piston exploite la vapeur à haute pression qui sort directement de la chaudière. Le second piston, plus gros, exploite la vapeur sortante du piston à haute pression. J'ai déjà parlé rapidement de la machine à double expansion dans mon épisode sur les machines à air comprimé. Ce genre de machine est beaucoup plus efficace, et on peut parfois distinguer le piston haute pression du piston basse pression sur les trains à vapeur. On peut aussi citer Arthur Woolf qui met au point une autre version de la machine à vapeur compound en 1803. Mais ce genre de machine mettra du temps à être utilisé, parce que déjà d'une part, leur mécanique est plus complexe, donc plus de risques de panne. Il faudra aussi attendre l'utilisation des surchauffeurs pour exploiter correctement le potentiel de la double expansion. La surchauffe, j'en parle pas maintenant, on verra le principe dans l'épisode sur les machines à vapeur récentes. Mais il y a aussi une autre raison pour que ces machines n'aient pas été utilisées immédiatement, celui des mauvaises mesures des performances des machines. À cette époque, on ne comprenait pas tous les mécanismes de la thermodynamique. Il était aussi difficile de faire des mesures de consommation ou de rendement précises, ou qui n'étaient pas bullshitées par ceux qui fabriquaient les machines. Par exemple, il n'y avait pas d'unité de mesure de puissance universelle. Watt, encore lui, invente à cette époque le cheval vapeur pour vendre ses machines. Il était plus facile de comparer la puissance d'une machine à celle des chevaux qui étaient largement utilisés, plutôt que d'utiliser des détails techniques comme la cylindrée ou la vitesse de rotation. Le cheval vapeur, qui est une unité de mesure
de puissance encore utilisés aujourd'hui, pour les moteurs de voiture par exemple. Alors que normalement on devrait utiliser les watts. Une Twingo c'est environ 50 kW de puissance. Non mais James Watt, le mec, même si on n'utilise plus l'unité qu'il a inventée, on utilise carrément son nom. Je veux dire, niveau classe, ça se pose là quoi. La machine à vapeur va continuer d'évoluer et d'être déclinée à toutes les sauces. À partir de 1800, ça part tellement dans tous les sens que si je continue comme ça, je ferai que balancer des noms les uns derrière les autres sans plus de détails. Les machines à vapeur destinées à fournir une force mécanique dans les mines ou dans les manufactures vont passer d'un fonctionnement vertical à horizontal, bien plus pratique au niveau de l'entretien et prenant moins de place. Le balancier disparaît au profit d'une transmission directe via une bielle et un vilebrequin. On garde bien sûr le volant d'inertie et tous les systèmes vus précédemment. Et bien sûr, la machine à vapeur va être déclinée en version mobile, plus précisément avec les locomotives à vapeur et les bateaux à vapeur. Alors là, il y a tellement eu d'évolutions techniques qu'on pourrait faire une chaîne YouTube dédiée rien que pour ça. Je vais juste dire que une des premières locomotives est Catch Me Who Can, qui veut dire m'attrape qui peut, machine montrée à Londres en 1808, qui pouvait atteindre la vitesse ahurissante de 19 km/h. Ouais, c'était énorme à l'époque, c'était monstrueusement énorme. On peut aussi parler des bateaux à vapeur, les premiers prototypes apparaissent au milieu du 18e, et au début du 19e, on commence à avoir les premiers exploits, première traversée de la Manche, etc., etc., premier bateau à vapeur entièrement en métal. L'explosion du nombre de machines à vapeur au début du 19e va aussi accélérer les connaissances en thermodynamique. À partir de là, on va trouver plein de nouvelles astuces pour améliorer les rendements, et donc se faire plus de pognon. Vous commencez à connaître le principe. Mais nous avons pris connaissance des éléments essentiels de cette machine. La chaudière, un ou plusieurs pistons, le condenseur et une pompe ou un compresseur ou ce qui en tient lieu, qui servira à maintenir le condenseur en dépression pour évacuer la vapeur des pistons. Et qui servira à d'autres trucs qu'on verra dans l'épisode sur les machines modernes. Parce que là, on va parler de théorie dans l'épisode sur les machines modernes. Tout un tas de systèmes viendront améliorer ces éléments, comme la surchauffe, la chaudière tubulaire, le système compound, etc. Le régulateur de Watt a permis d'améliorer la machine à vapeur, ouvrant la voie aux théories de l'automatisation. Les principes de la thermodynamique se sont développés parce qu'on cherchait à améliorer la machine à vapeur. Les techniques d'usinage se sont perfectionnées, ce qui a permis d'améliorer la machine à vapeur, ce qui a poussé à développer d'autres techniques d'usinage. Et plus généralement, le machinisme et le productivisme se sont façonné par la recherche du rendement, ainsi que l'idée de pouvoir remplacer l'humain par une machine. Tout cela, bien sûr, rentre en résonance avec le contexte social et politique de l'époque, ce qui ouvre la voie au bouleversement que vous connaissez. C'est pourquoi la machine à vapeur n'est pas simplement qu'une machine, c'est aussi un ensemble de concepts philosophiques, d'avancées scientifiques et de techniques qui ont grandi ensemble, se nourrissant les uns les autres. Et ça, c'est peut-être pas GIEC compatible, mais ça fait réfléchir quand même. À une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses.